Bonjour à tous, bienvenue à Home City Chess. En fin de semaine, j'ai organisé un tournoi à Riverview, ça s'appelle le Riverview Ultra Tornado. Et le Tornado par ici, c'est des tournois qui ont comme contrôle de temps là, à la pendule. La cadence est de 1 heure chaque joueur. Puis pourquoi Ultra Tornado? C'est parce que d'habitude, nos tournois d'1 heure chaque joueur sont faits sur une journée, puis il y a 4 parties. Là, ce que j'ai fait ça sur 2 jours, 6 parties. 3 parties premier jour, 3 parties deuxième jour. Et c'était intéressant parce que comme le premier jour, on n'a pas joué jusqu'à 10 heures du soir. On a fini ça à l'entour de 5 heures et quelque chose, 6 heures. Puis on a pu retourner à la maison. Donc, ceux qui venaient de loin pouvaient aussi retourner chez eux. Ceux qui voulaient avoir un peu de plaisir en soirée à Moncton pouvaient en avoir aussi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Bon tournoi, il y avait une douzaine de joueurs qui est acceptable parce que nos joueurs juniors sont partis au championnat national à Vancouver, je pense. Puis, on a eu des bons joueurs. On a été chanceux d'avoir des bons joueurs. Des bons joueurs dans le sens aussi, peu importe le niveau nécessairement, mais on a eu des bonnes parties avec beaucoup de résilience et de travail dans ces parties-là. Puis, on avait entre autres un des meilleurs joueurs du Nouveau-Brunswick, Jason Manley, qui atteint déjà un niveau de 2200, qui est maintenant peut-être 2100 quelque chose. Puis on avait aussi un maître national, des 3 meilleurs joueurs de Nouvelle-Écosse qui est venu, Alva Mayo, qui a atteint aussi 2200, puis là qui est 2158, quelque chose comme ça. Donc, ça fait que ce qui s'est passé, c'est ces 2 joueurs-là se sont partagés la première place avec 5 points sur 6. Et en 3e position, eh bien c'est moi. Et oui, 4 sur 6, c'était correct. Il y a une partie que j'ai jouée contre un jeune de 1970 que j'ai tristement perdu, mais j'ai appris quelque chose. Je gagnais totalement, mais en pression de temps. Et pas vraiment en pression de temps. J'ai mal réagi psychologiquement. Puis, j'ai perdu aussi contre Jason Manley. Grave erreur aussi de début de partie. Celle-là était un peu plate aussi, là, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que j'ai fait dans mes autres tournois. Mais en 5e round, ce qui s'est passé, je jouais contre Alva Mayo. Puis Alva Mayo, c'est un joueur que je respecte vraiment beaucoup. Il comprend des choses aux échecs que pas beaucoup de personnes, je pense, comprennent. J'ai retiré des conversations que j'ai eues avec lui. Je l'avais déjà rencontré longtemps passé quand il commençait à jouer lui aussi à Halifax. Je l'ai rencontré l'année passée aussi à Halifax et discuté un peu avec. Il y a toujours des histoires incroyables à raconter sur ses expériences de tournoi. Mais aussi, très intéressant, je ne sais pas si vous avez ce livre-ci, peut-être que là vous le voyez à l'envers, là, mais c'est le livre, la fameuse Bible de Silman, Comment mûrir son style aux échecs, ou How to Reassess Your Chess. Si vous allez voir, attention à la page 145. À la page 145, on a une partie de justement Alva Mayo au Canadian Open en 1999 qui est analysée et expliquée par Silman lui-même dans cette Bible des échecs-là. Partie extraordinaire où est-ce que Alva, genre de sacrifie sa dame pour, je pense que c'est quelque chose comme juste pour 2 fous, quelque chose comme ça. C'est fabuleux.
Puis là, en plus, on parlait justement des déséquilibres qu'il faut que ça qu'arrive dans une partie d'échecs. C'est dans les déséquilibres que tu vois dans la compréhension des équilibres, et c'est lui qui disait, et je sais aussi, que tu vois qui atteint, qui est la différence entre un bon joueur et un très bon joueur. Puis, dans une des parties qu'il a joué, il a réussi puis c'était contre un 1970 quand même, il a réussi à avoir une tour, un fou puis un cavalier, puis l'autre avait une dame. Il a tout détruit. C'était vraiment une partie assez extraordinaire que je pourrais analyser parce que j'ai pris une photo de sa partie. Puis notre partie à moi et lui, par exemple, je ne sais pas si Alva a comme et a comme une haine contre les dames, mais il a aussi dans ma partie tenté, il n'a pas tenté, il a déséquilibré la position, pas à peu près, pour avoir pour sa dame une tour puis un fou. Alors, je vais vous montrer cette partie-là. On va essayer de regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé. C'était assez rocambolesque, disons, là. Et ça fait qu'il faut comprendre que moi, sérieusement, j'ai un grand respect pour ce gars-là. Comme, il joue d'une manière que j'avais jamais trop vu jouer. Mais je pense qu'ici, ça a possiblement été contre lui, cette envie-là de créer des déséquilibres. On va voir. J'avais les blancs. J'ai joué E4. G6. Et ça qui est intéressant ici, D4. Fou G7. Cavalier F3. Jusqu'à ici, je pense, ça suivait la partie de la page 145, là, si je regarde rapidement, là, non, pas tout à fait, C4, C4, G6, D4, ah ok, l'autre, non, j'ai joué C4 moi aussi à un moment donné, j'ai joué I, cavalier F3, il a joué C5, et j'ai joué C4, ici, il a dû se demander sérieusement comme, OK, parce que j'avais fait référence à lui-même en disant, hey, ta partie est dans le livre. Puis, OK, puis là, on a parlé de ça. Mais je me souvenais pas vraiment comment sa partie avait été. Puis ça, mais c'est pratiquement les mêmes coups, presque. Ici, il a pris. C'est ça, moi, j'avais pas le cavalier. Il y avait des différences quand même, mais c'est la même début d'ouverture. Sauf que j'ai pas débuté avec C4, moi. Fait que là, ici, j'avais joué C4 pour faire comme ça que je me souvenais comme une maroxybine ou quelque chose comme ça avec le C4 puis E4. J'ai pensé, OK, ça va être assez solide. C'est sûr que ça pouvait être aussi compliqué. Cavalier prend. Cavalier C6. Fou E3. Alors, je me développais. J'ai pensé, je vais juste me développer normal. Et pendant ce tournoi-là, je dois avouer que je faisais quelque chose, c'est que j'ai commencé à regarder plus en profondeur des parties de Karpov. Et je dois dire que ça me fait vraiment, mais vraiment, j'aime vraiment qu'est-ce qui se passe avec Karpov, qu'est-ce qui fait Karpov, c'est manœuvres positionnelles qui finissent à la fin par être aussi tactique, puis juste battre l'adversaire. Alors, j'aimais vraiment ça. Puis ce que je me disais dans ce tournoi-ci, je me dis, OK, comme Karpov. Je me disais de temps en temps, comme Karpov. Je pense pas vraiment que j'ai fait en tout comme Karpov, mais ça me motivait à jouer mieux et faire des coups que je pensais un peu plus... je dirais pas sécuritaire, mais des coups plus sains. Okay. Une autre chose aussi, je vais vous montrer que j'ai utilisé durant ce tournoi-ci, j'ai utilisé ceci. Ceci.
Tadam! Alors, c'est des bouche-oreilles. Même si au tournoi, c'était extrêmement silencieux, je les mettais pareil. Et je dois dire que tu tombes dans un monde un peu à toi-même. Là, j'ai aimé ça. C'était la première fois que j'utilisais ça. Alors, là, il a joué fou. J'ai cavalier F6. J'ai protégé. Alors, c'est pas mal comme ouverture sicilienne assez normale. Ça doit être la dragon, j'imagine. Mais j'ai joué C4, donc... cavalier C3, D6. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire. Ici, j'ai pensé, OK, juste... Parce qu'au début de l'ouverture, je voulais faire quelque chose d'autre, comme jouer mon fou là, madame là, F3, puis essayer d'attaquer avec mes pions. Mais finalement, j'ai opté pour quelque chose de plus carpovien. Ben, peut-être pas, là, mais j'aime bien y croire. Alors, roc. Et il faut penser aussi que c'est très rare que je joue contre un joueur de 2150, 2200 mètres national. C'est très rare. Okay? Ça fait que j'étais très excité, mais je me sentais aussi vraiment bien. Ici, bon, là, ça commence à être bizarre parce que il prenait beaucoup de temps. On a juste 1 heure chaque. À ce coup ici, là, il a pris... s'il n'a pas pris 15 minutes sur ce coup-ci, ça me surprendrait pas. Il a vraiment pris beaucoup de temps. Puis il s'est décidé finalement à jouer ça, que je pensais qu'il allait jouer. Je devinais assez bien ses coups. Là, j'ai joué un coup j'ai joué A3. Qu'il a comme... Wow, c'est quoi ça? Si je garde comme dans la banque de données, là, de database de Lichess, okay, c'est mieux que rien, disons, il n'y a pas ce coup-là. Il n'y a pas ce coup-là, pas pour les grands maîtres, puis ça. Mais pour les joueurs de Lichess, en partie classique, il y a A3, puis A3 gagne quand même souvent. Moi, j'ai juste joué A3 pour, bien sûr, peut-être à un moment donné jouer B4. C'était ça ma raison. Puis je voulais voir aussi, étant donné qu'il prenait autant de temps qu'il prenait, je voulais voir où est-ce qu'il allait aller si je jouais ça. Qu'est-ce qu'il allait faire? J'aurais pu jouer tour B1, possible. Ça fait... Là, il prenait encore beaucoup de temps. Puis il a joué finalement... j'ai joué A3. Il a joué tour C8. Et ça, je m'attendais qu'il joue ça aussi. C'est là. Et là, j'ai fait un autre coup qui est... que je pense qu'il a encore un peu plus surpris. C'est F4. J'admets que quand j'ai joué F4, je me demandais, moi aussi, un peu... qu'est-ce que ça allait donner. J'ai pensé ici jouer H3, qui probablement aurait été bon, qui est bon. Je pensais à F3, mais c'est une possibilité, mais je vois pas vraiment le point parce que ça bloque mon fou cavalier. Donc j'ai joué F4, puis la raison principale pourquoi j'ai joué F4, c'est que je voulais pas le voir jouer son cavalier à E5. Okay, je voulais pas le voir jouer, ça fait que je voulais l'empêcher de jouer ça. Puis là, ça devenait un peu plus agressif quand même, là. Mais je voulais l'empêcher de jouer cavalier 5. Qui, je pense, est une bonne idée. Mais on dirait qu'il y a quelque chose de... Tu sais, le fou n'est pas protégé. Puis, tu sais, on dirait que justement, mettre la dame ici... Quand j'ai joué F4, j'ai pensé, puis j'ai dit, OK, il va mettre sa dame ici, probablement. Puis c'est ça qu'il a fait. Mais je suis pas certain qu'il a vu mon prochain coup. Avec la dame là, il y avait beaucoup de petites tactiques, mais ce coup ici en empêchait beaucoup. Et là, probablement que, selon moi, les Blancs ont un avantage. Peut-être qu'il y avait un avantage avant ça aussi. À savoir jusqu'à quel point, je ne sais pas. C'est sûr, c'est pas un avantage gagnant, mais c'est un avantage quand même.
Et c'est les blancs qui maintiennent la pression. Puis il faut encore ne pas oublier que notre cher Alva Mayo prenait un temps énorme. Mais je l'avais vu faire la même chose avec ses autres parties. Puis à partir de 10 minutes, là, il commence à jouer. Quand il lui reste 10 minutes, là, il commence à jouer de plus en plus rapidement. Bon, ça fait que là, il commençait à... Le temps passait, puis moi, j'avais encore une trentaine de minutes. Fait que là, j'ai joué Dame D3, puis il a pris un peu son temps encore une fois, puis il a joué, il a rétracté. Finalement, je veux dire, quand quelqu'un fait un coup comme ça, il vient de jouer Dame B6, puis il joue Dame C7, well, ça veut dire que tu t'es fait avoir. Veux pas... il n'y a pas d'autre mot pour ça. Donc, Dame C7. Ici, j'ai joué la tour à C1. Mon idée était assez simpliste, mais OK, sa dame est sur cette colonne-là, j'ai un pion, mais je vais quand même mettre ma tour à C1. Si jamais ça s'ouvre, je pourrais en profiter. Puis aussi, il y avait aussi l'idée de mettre mon cavalier à D5, bien sûr. S'il prend, je prends avec le pion. Je cloue son cavalier, puis je gagne son cavalier. Peut-être tour D1 aurait été un coup aussi. Je pense à tour B1. Alors, c'est sûr, ce pion ici, faut que je lui fasse un peu attention, mais il y a beaucoup de faiblesses dans la... Ben, beaucoup. Il y a certaines faiblesses dans la formation noire, comme mon cavalier. Tu sais, je peux commencer maintenant à vraiment penser, OK, comment j'attaque, comment est-ce que je vais faire ça. Fait que, attaquer. Comment je vais mieux mettre mes pièces, OK, mieux les replacer. Donc, tour AC1. Il a joué B6 ici. Tour AC1, je pensais essayer comme cavalier B5 puis ça, mais finalement. Alors, il a joué B6. Ici encore, je ne suis pas tout à fait sûr de qu'est-ce qu'était ce coup-là. Je ne sais pas s'il préparait, et ça se peut, qu'il préparait déjà le terrain pour faire ce qui est arrivé. Alors, on va voir. B6. J'ai joué H3. Je voulais empêcher ici le cavalier ou le fou d'aller là, puis s'échanger. J'aurais possiblement pu jouer déjà cavalier D5, mais jamais empêcher ça, cette option-là. Je suis pas pressé. Je pense que je me développe bien. Ça, H3 l'empêche, l'écrase un petit peu plus qu'il était. H3. Tour FD8. Alors, on dirait qu'il manœuvrait en arrière. C'est qu'il n'y avait pas beaucoup de choix non plus. Très lentement. Et finalement, j'ai joué cavalier D5. J'ai joué cavalier D5. Et là, il a joué un coup que je ne m'attendais pas, que j'aurais dû réfléchir. Ben non, j'ai réfléchi, mais je ne pensais pas qu'il allait faire ça. Et là, il reste moins de 10 minutes. Puis à partir de tout de suite, le temps, moi j'avais 30 minutes, lui avait 10 minutes qui est de reste, moi j'ai une trentaine de minutes qui restent. Puis à partir de maintenant, là, le temps, là, comme je vais le rattraper dans le sens que je vais avoir, à un moment donné, je vais avoir moins de temps que lui. Alors, il a commencé à jouer beaucoup plus rapidement. Mais il faut penser que probablement ces choix-là ont été faits à cause qu'il avait pris autant de temps au début de la partie. T'sais? Fait qu'il a pris le cavalier. J'ai pris. Puis ici, il a fait un coup comme... Pour moi, dans ma tête, c'était juste comme, OK, c'est vraiment comme bizarre. Je savais plus trop quoi penser. Mais on sait bien qu'il n'aime pas sa dame ou qu'il aime bien créer des déséquilibres à l'aide de sa dame. Et ce qu'il a fait encore une fois dans cette partie ici, il a
Alors, il y a capturé, capturé, j'ai capturé. Rendu ici, je veux dire, je ne pouvais pas reculer, c'était ça l'idée, non? Il y a capturé, j'ai capturé et a capturé la tour. Donc, si on regarde, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est assez flyé comme. Moi, j'avais été. C'est que je dis, j'ai comme un grand respect, même ce qui s'est passé après, comme. Il fallait quand même y penser, là. J'ai une dame pour une tour puis un fou. Nombre de pions égal. Puis j'ai un fou encore sur le jeu qui est important, puis ma tour aussi. Ici, j'ai décidé de tout de suite échanger les tours. Je pense que c'était une bonne idée aussi. Donc, il a pris, j'ai pris, il a joué tour C8, fou E3. Il a joué tour C7. J'ai joué. Et là, c'est devenu, parce que là, les deux, on était probablement rendus pas mal proches un et l'autre au niveau du temps. Puis là, ce qui va se passer à mesure que ça va, il joue de plus en plus vite et il met beaucoup de pression. Veux pas. Si tu calcules, c'est assez intéressant. Une tour plus un fou, ça donne 8 points. OK? 8 pions, disons. Puis, ça joue, c'est 2 pièces qui peuvent jouer chacun de leur côté. Puis une dame, ça vaut 9, mais elle joue d'elle-même. Donc, probablement que l'évaluation, ça ne doit pas être beaucoup plus que 1,5 points pour moi, ou quelque chose, un pion et demi, ou quelque chose comme ça. Donc, c'était quand même pas aussi facile et beaucoup stressant, étant donné que c'était un adversaire de taille aussi. Fait ici, je sais pas si c'était le meilleur coup, mais j'ai joué dame F2. Il a joué fou. J'avais comme des idées de prendre ici. Prends, attaque la tour, mais là, ok, la tour aurait fait échec, ça aurait pas été vraiment bon, c'est probablement que j'aurais pas pris en tout. Aïe, aïe. Probablement que la dame aurait été mieux placée ailleurs dans ce cas-là, parce que l'idée n'était pas fameuse, mais il y avait quand même F5 qui aurait pu jouer à un moment donné aussi, je sais pas. Donc, il a joué dame F2, il a joué fou A4, bien sûr, mettre la tour à C2. J'ai joué, et là, moi, j'ai pensé, ok, les pions sont égaux, c'est genre, essayer d'échanger le fou. Alors, je pense que madame peut endurer qu'est-ce qui se passe, malgré que ça serait quand même assez... Ça serait quelque chose pareil. Fait que j'ai joué mon fou là. Et ici, ce coup ici, c'est assez intéressant au niveau... j'ai joué mon fou à D4. Au niveau psychologique, là, c'était vraiment intéressant parce que là, l'adversaire, et là, il reste de moins en moins de temps, surtout moi, là, il a pris le fou, puis il a comme claqué un peu sur F8. Alors, c'était comme si, je sais pas, il y avait quelque chose pour lui de... C'était un truc comme un autre, disons. Donc, il a joué fou D4. Oh, excusez-moi. Il a joué avant tour C2. J'ai joué dame E3. Et là, il a pris son fou et il a claqué un peu sur F8. Ça m'a pas vraiment fait grand-chose, je pense. Pas vraiment, non. Ici, je me demande si j'aurais pas dû simplement refermer fou C3, refermer la tour tout de suite. À la place de ça, à cause du temps probablement qui me manquait de plus en plus, j'ai essayé d'aller pour une espèce d'attaque sur son roi. J'ai joué F5. C'est un peu primitif, j'imagine, là. Comme je dis, probablement que ça aurait été pas une mauvaise idée. Je l'ai fait plus tard, ça, fou C3. F5.
Il a joué fou B5. J'ai pris. Il a pris immédiatement. Et j'ai joué dame G5. Je voulais jouer dame H4. Puis là, il jouait fou. G7, je prenais là. Mais ça commençait à m'inquiéter. Je voyais comme des fantômes un peu là. F5. OK. Fou B5. 5. Je pense qu'il prend. Dame G5. Fou D3. Fou D3. OK. J'ai fou D3. J'aimais pas. Je voulais pas jouer là. S'il jouait là, la prise là, j'aurais pu prendre. J'aimais pas ça. J'ai ramené madame. Il a rejoué fou B5. Et ici, là, c'est là, j'ai joué fou C3. Tour E2. Dame F3. Tour C2. Ici, dame D1. Tour E2. J'ai poussé. Et là, ça allait de moins en moins bien sur le temps pour moi. Là. Lui aussi, mais moi, c'était assez intense. Et j'ai pensé, OK, je vais envoyer le pion. On va essayer de faire bouger quoi. H4. Donc, on a un grand manque de temps, tous les deux. Je pense ici que c'est fou. A6. J'ai joué. Ah oui. Là, j'ai pensé. Ah, pardon. J'ai pas joué H4. J'ai joué. A4. Donc, rendu ici, j'avais joué A4. Fou là. Je peux plus reculer, on dirait. Mais, rendu ici, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai arrêté d'écrire la partie. Puis, parce qu'il me restait moins de 5 minutes. Et là, ça commençait à jouer vraiment rapidement. La tour, à un moment donné, s'est rendue en quelque part ici avec mes pions qui l'empêchaient. Le fou était en train d'essayer de faire survivre la tour jusqu'à temps que j'ai réussi à gagner la tour. Après, là, il y avait ces fous avec des pions qui me donnaient de la misère. Puis, à un moment donné, j'ai réussi à gagner un autre fou. Là, il y avait un fou puis 3 pions, mais ça ne marchait plus parce que moi, j'avais une dame. J'ai réussi à empêcher avec mon fou ces pions de passer. J'ai amené mon roi, puis j'ai administré le mat. Mais je dois vous dire que c'était comme... il me restait 20 secondes, mais quand je savais que je l'avais, j'avais sérieusement un sourire assez... ça me faisait du bien dedans. Parce que, comme vous savez, je mets beaucoup de temps, puis j'avais besoin de cette partie-là. Puis je ressens aussi que je joue mieux qu'avant, je comprends mieux des choses. Ça fait que c'était plaisant. Puis en plus de ça, il y avait un de mes amis qui me regarde des joueurs, qui n'est pas un joueur d'échecs en tout, mais qui est venu me voir jouer. Il faisait une randonnée de motocyclette. Puis il a vu la fin, puis quand je m'ai levé finalement, il était là, puis j'ai été le saluer. Alors c'était plaisant d'avoir quelqu'un, une face que je reconnais là. Ça fait que c'était une partie assez très intense, mais comme je vous dis, j'ai un grand respect pour Alvar. C'est un joueur comme que du guts, puis qui comprend des choses très profondes. Alors moi, ce qui me reste à faire maintenant, c'est que je pense qu'en étant conscient de ça, de ces déséquilibres-là qui sont toujours présents, ou qui cachent leur présence parfois, c'est d'avoir les yeux ouverts.
Alors, ça, c'était une partie. Je vous reviendrai avec quelques autres parties si ça vous plaît bien. Merci à vous. Et alors, ma cote monte légèrement pour ce tournoi ici, mais c'est correct parce que je suis confiant dans les parties que j'ai jouées de voir de l'amélioration. À la prochaine.